Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Antoine Le Riche et Duncan Drifort. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte très fraîchement et brillamment diplômé. J'ai eu le privilège de figurer parmi les membres de votre jury il y a 2 mois à votre invitation. Pour information, vous serez trop humble pour le dire, vous avez reçu les félicitations du jury à l'issue de votre soutenance à l'école d'architecture de Paris Val-de-Seine. Félicitations de nouveau parce que vous avez eu 19. Merci beaucoup. Merci. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Lequel commence ? Duncan ? Pourquoi pas. Écoutez, c'est un sentiment un peu étrange parce que ça a été un travail vraiment immense pendant 1 an et demi. Et finalement, ce travail continue à être... on continue à le nourrir avec ce podcast et avec d'autres projets en annexe. Et en même temps, on est en train de l'entrer progressivement dans le concret avec différents projets qu'on explicitera par la suite. Non, effectivement, c'est un peu une période un peu particulière, un peu un entre-deux où on n'est pas plus totalement étudiant et pas totalement dans la vie active. Et c'est vrai qu'on profite un peu de l'effervescence de la fin du diplôme pour profiter un peu malgré la situation actuelle. Ouais. Au lendemain de vos études et à l'aube de votre carrière, vous venez témoigner dans Comme d'Archi, donc merci beaucoup. Et ici, nous nous attachons à partager les voix de toutes les strates du monde de l'architecture. Nous nous sommes rencontrés au pied de Feu la Tour 3e en 2019, si ma mémoire est bonne. Vous confirmez ? Tout à fait. 3e est un ouvrage symbole de l'architecture dite internationale, marquant le démarrage de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Prouesse technique avec ses façades autoportantes en acier dit Corten, un acier entre guillemets cuivré, c'est-à-dire chargé en cuivre, ce qui lui apporte toutes ses qualités. En fait, pas besoin d'apporter un parement puisque cet acier se stabilise à l'air libre et donc ça fait des économies de matière déjà. Et puis, ça permet aussi d'éviter tout le processus d'entretien qu'une façade avec parement nécessite. Donc cet ouvrage conçu par l'architecte Paul de Ponte, accessoirement mon oncle et surtout matière de ma thèse de doctorat, la construction métallique Paul de Ponte architecte, soutenue en 2004. Lors de notre rencontre, vous cherchiez un sujet de diplôme. Alors avant de revenir à ce sujet de la tour 3e dont moi-même j'avais parlé dans le format natif du podcast et à l'automne dans un podcast consacré au parcours de Paul de Ponte, on commence par le début. Quels sont vos parcours respectifs jusqu'à l'école d'architecture ? Quelle a été votre jeunesse et où s'est ancrée cette envie d'architecture ? Duncan démarre, je crois. Ok. Alors par rapport au parcours de jeunesse, donc j'ai personnellement grandi dans le Beaujolais, donc dans la région de Lyon. Et en fait, je détestais l'architecture quand j'étais enfant. C'est-à-dire que tous les jours, je me promenais dans la nature et dès que je voyais un chantier, j'allais sur le chantier et je pliais les fers à béton. Et j'ai grandi à 2 km du couvent de la Tourette, qui est un bâtiment de Le Corbusier. Et c'est la rencontre aussi avec ce bâtiment et la compréhension progressive de ce qu'est l'architecture qui m'a progressivement poussé à rentrer dans cette discipline, tout en gardant cet engagement à faire une architecture qui respecte le paysage et les ressources. Et finalement, j'ai fini par devenir guide de ce couvent il y a 2 ans. Donc voilà, c'est aussi à partir de tout ce parcours-là que j'en suis arrivé à commencer à l'école de Lille où j'ai rencontré Antoine.
Et du coup, me concernant, si j'ai pris goût à l'architecture, c'est plus parce que j'y ai vu un moyen de mêler tout ce qui m'intéressait de manière générale. J'ai toujours été un peu un touche-à-tout. Et l'architecture, pour moi, me permettait à la fois d'avoir autant d'impact et d'intérêt pour les matières à la fois scientifiques, artistiques, historiques, et un peu ce melting pot qui, au final, s'est un peu ouvert à moi et vers lequel je me suis dirigé à peu près naturellement. Ouais, vous étiez sûr là de ne pas vous ennuyer. Non, on va dire ça. Bon. Pourriez-vous vous présenter plus globalement? Déjà, avant, on peut dire qu'on a quand même déjà à peu près le même parcours en architecture, puisqu'on a tous les deux réalisé notre licence à l'école d'architecture de Lille. Et on a tous les deux ensuite fait une année de césure à l'étranger, afin de nous permettre de parfaire un peu notre culture architecturale et saisir les différentes façons de concevoir à travers divers pays. Et on est arrivés tous les deux en master à l'ENSA à Paris-Val-de-Seine, où en fait on ne s'est jamais quitté depuis maintenant plus de 2 ans, et l'ensemble de nos projets s'est enrichi au travers de cette double expérience que l'on a eue, et elle s'est concrétisée à travers ce projet de diplôme et le second prix au concours Archibois en 2019. Et donc, par rapport à Antoine, au-delà de son année de césure qu'il a réalisée dans 2 agences au Vietnam et en Slovaquie, la principale caractéristique de son travail et son intérêt pour le patrimoine moderne, qui est très fort, et les enjeux de réhabilitation que ces constructions soulèvent aujourd'hui. Et finalement, durant ces voyages, il s'est toujours attardé à partir à la rencontre des constructions hors des guides touristiques et auxquelles peu de personnes semblent sensibles de prime abord. Son intérêt pour les questions patrimoniales et l'architecture moderne et sa façon de faire intervenir des disciplines transversales à l'architecture le mène aujourd'hui, en plus de sa pratique d'architecte, dans des missions en tant que photographe et archiviste. Et d'ailleurs, en ce moment même, il est assistant de Frédéric Edelman pour différents projets de publication à venir. Frédéric Edelman, qui est le journaliste architecture du journal Le Monde depuis des décennies. C'est une belle reconnaissance. Une très belle expérience, surtout. Ouais. Et pour du coup présenter Duncan, je dirais que la spécificité de son parcours, c'est que ça provient en grande partie de son année de césure, où après sa licence à l'école de Lille, il est parti durant 5 mois et demi au Népal en tant que volontaire pour construire une école au Népal. Et puis il a ensuite travaillé dans une agence internationale de Lima au Pérou. Et en fait, le contraste entre ces deux manières de concevoir l'architecture, elles lui ont permis d'affirmer sa position en faveur d'un usage raisonné des ressources, et qui est devenu un sujet prédominant dans son processus de conception. Et à ce titre, il publie à la fin du mois un article dans les cahiers de la recherche architecturale et urbaine sur l'extraction du sable au Maroc. Et je pense que du coup, au travers de ces deux profils qu'on a de prime abord très différents, je pense se mêlent plutôt bien dans notre pratique, où on a chacun à apporter à l'autre dans notre conception. C'est ça. Au moment où vous vous intéressez à la tour 3e, la démolition de l'édifice est actée. Et je suis missionnée par Nexity pour un adieu à la tour auprès des effectifs de la ville de Cergy. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Donc. Depuis le début, Nexity fait son travail. Nexity me missionne d'ailleurs sur un travail de mémoire à réinvestir au sein des futurs halls d'immeubles qui seront construits à la place de la tour. J'avais d'ailleurs accepté ce travail pour sauver ce qui pouvait être sauvé de la mémoire de l'édifice, bien consciente que les enjeux financiers sur un projet à venir d'environ 1300 logements ne feraient jamais renoncer les acteurs quant à cette démolition, au demeurant scandaleuse. Mais on y reviendra sans doute. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet finalement assez dramatique ? Je pense qu'il y a 2 choses qui nous ont un peu interpellés, et par rapport à nos aspirations personnelles, où je pense qu'on est relativement complémentaires. C'est à la fois la question du patrimoine moderne, qui est relativement peu abordé ou considéré dans la société civile,
et la question de l'économie de moyens dans l'architecture aujourd'hui. C'est ça. En fait, pour comprendre ce choix de projet, il faut aussi recontextualiser par rapport au semestre précédent au PFE, où nous avons fait le choix de proposer un projet de réhabilitation de la Fondation Avicenne à Paris, qui est un bâtiment construit par Claude Parent dans les années 60. Et la découverte de ce patrimoine architectural moderne, très riche et à la fois complètement délaissé, abandonné, nous a poussé à poursuivre cette réflexion sur la protection de ce patrimoine, à la fois pour le visibiliser et le revaloriser, mais également pour économiser des ressources primaires qui sont aujourd'hui abondamment extraites en vue de construire des projets qui sont des projets neufs, souvent en béton, tel que c'est le cas à la Tour 3M. Et dans ce contexte, en fait, ce qui nous sert beaucoup dans notre pratique, c'est à la fois de mêler nos aspirations personnelles, qui sont, comme je le dis, complémentaires, et qui nous permettent à la fois de jouer sur plusieurs tableaux, et qui s'est littéralement développé jusque dans le projet de fin d'études. Mhm. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que avec ce projet de démolition, c'est toute une physionomie de la ville qui change, qui va changer. Enfin, à ce moment-là, hein, parce que maintenant, ça y est, elle prend sa nouvelle forme. Il y a à la fois une renonciation à la skyline, parce qu'il y avait deux édifices, la tour EDF et la tour 3e, qui marquaient une espèce de skyline, en tout cas vue depuis l'axe majeur. Donc là, le paysage est privé d'un de ses symboles, d'autant que Cergy a été habité grâce à tous les travailleurs de 3e qui sont venus, qui ont déménagé pour une certaine partie de Paris vers Cergy à l'époque de la fondation de la tour. Donc c'est vraiment une mémoire de la tour. Et puis il y a aussi le fait que cette tour était construite à l'américaine, hein, avec un poumon autour d'elle, c'est-à-dire qu'on respectait la nature et on érigeait un signal. Et du coup, cette nature était un véritable poumon au cœur de la ville. Et d'ailleurs, c'était assez revendiqué et communiqué de la sorte. Là, eh bien, on rase tout, on retourne les terres et on construit 1300 logements. Donc le projet de Next City porte un nom en rapport au paysage, mais il ne faut pas se leurrer. On minéralise toute une grande partie du cœur de ville. Aujourd'hui, on souhaite réinjecter du paysage dans la ville et là, le processus est inverse. Donc ça posait tous ces problèmes-là. Il y a un peu effectivement une dichotomie entre le manque de recul qu'on a par rapport à ces constructions des années 70, qu'on rejette totalement sans prendre le temps de vraiment appréhender, ou regarder à nouveau du moins. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de qualités à ces espaces qui aujourd'hui ne sont pas du tout valorisés et qu'on cherche complètement à oublier et à restructurer alors qu'ils sont pleins de potentiel. C'est ça, et puis c'est aussi ces éléments-là qui nous ont progressivement conduit à non pas proposer un projet de fin d'études, mais un contre-projet de fin d'études pour montrer en fait la valeur de cette tour d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue aussi de sa structure qui a une capacité de transformation très importante avec son système de poutre-échelle qui fonctionne sur 3 niveaux. Et en fait, l'analyse, la compréhension de cette tour a toujours été accompagnée de la compréhension aussi de l'urbanisme dans lequel elle s'inscrivait. Et c'est pour ça que ce projet était à la fois très complexe mais passionnant. C'est qu'il fallait en fait redonner une place à cette tour pour vraiment montrer à quel point sa destruction était pour nous une erreur. Et on voulait absolument montrer que conserver cette tour qui a été l'un des premiers édifices construits de la ville nouvelle de Cergy, ça, c'était un élément porteur pour le futur de la ville et pour son nouveau centre et son développement futur. Et que cette nouvelle centralité que cherche à créer la ville aurait pu se baser sur cet édifice. Nous, on a proposé une résolution particulière, c'est de proposer
plusieurs équipements publics dans son socle et des logements dans ses étages courants, afin de justement montrer la capacité réversible de l'édifice et le réintégrer dans son contexte urbain. Alors justement, avec votre projet, la tour renaît symboliquement, ce qui évidemment, moi, me touche beaucoup, on imagine pourquoi, mais pouvez-vous nous parler un petit peu plus précisément de ce projet de réhabilitation ? Ce qui a été quand même le plus difficile, c'est de prendre en considération que cet édifice fait la taille à 2-3 mètres près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, que ce soit en termes de hauteur, longueur ou largeur. Et déjà réussir à gérer un bâtiment qui n'était qu'un immeuble de bureau au final, réussir à le réintégrer et de lui donner un caractère multifonctionnel était notre présupposé de base pour pouvoir montrer que cet édifice pouvait évoluer et avait un intérêt dans la ville encore aujourd'hui. Et c'est justement, pour continuer dans ce sens-là, toute la complexité et la beauté de ce projet, c'était l'alliance, la combinaison entre deux programmes qui normalement sont compliqués à mettre en relation, à la fois un socle public avec une médiathèque, une bibliothèque qui soit orientée vraiment sur le côté étudiant avec l'université qui fait face, et dans les étages courants des logements, pour que ce bâtiment s'offre à la fois à une dimension publique, à la ville, à l'échelle de Cergy, et d'un autre côté aussi une proposition de logement beaucoup plus sur un axe privé. Et par rapport au projet qui était proposé par Nexity, ce qu'on voulait aussi montrer, c'est qu'on n'arrivera jamais à proposer autant de logements que ce que pouvait imaginer la ville dans son projet. Néanmoins, ce que nous proposions, c'était plus ouvert à une vision de la ville comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un espace qui vit tout le temps et où on ne réalise pas du zoning urbain. Et en proposant des équipements publics, en conservant une partie du parc, en affirmant le côté universitaire que cherche à porter Cergy depuis maintenant plus de 20 ans, et en proposant des logements à la fois expérimentaux du fait de la structure en acier qui est totalement inédite en fait en France avec ces poutres échelles qui fonctionnent 3 niveaux par 3 niveaux. C'était pour nous un moyen de vraiment conserver toute cette histoire et toute cette richesse architecturale et d'essayer de la réexploiter. Parce qu'en fait, justement, par rapport à cette question paysagère qu'évoquait Antoine, c'était aussi un des axes fondateurs de notre projet, à savoir de conserver vraiment le parc, puisque le projet que propose Nexity avec les 1300 logements qui viennent s'insérer vient complètement saturer l'espace paysager. Et en ce sens, il nous paraissait extrêmement important de conserver le parc existant, de le valoriser et de continuer à l'offrir à la ville, plutôt que de venir complètement saturer l'espace foncier et l'emprise au sol. Alors, une des critiques qu'on faisait de la tour, c'était son épaisseur, en fait, et qu'au cœur du bâtiment, on manquait de lumière, même si au cœur du bâtiment, justement, il y avait tout le noyau, alors qui n'était pas porteur, hein, mais qui permettait d'abriter les ascenseurs, les circulations verticales. Quelle était votre proposition par rapport à ça ? Cette épaisseur. Par rapport à cette épaisseur-là, donc c'est vrai ce que vous dites, le noyau était quand même très conséquent puisqu'il pouvait représenter à lui seul un immeuble de manière générale. Il faisait 11 mètres par 21 si je ne m'abuse, et 18 par 21. Et ce qu'on a proposé, c'était simplement de considérer que le nombre d'ascenseurs que l'on avait et les escaliers existants, nous avons tout conservé, mais essayer de redistribuer niveau par niveau et de concentrer toutes les circulations du bâtiment à l'intérieur de ce noyau. Pour nous, même si on crée différents programmes, il fallait absolument qu'on conserve le rôle du noyau comme étant le seul espace de circulation au sein du bâtiment. Et donc, nous avons essayé de conserver la réflexion de la ville nouvelle sur le travail sur les passerelles, le double accès qui était présent avec un niveau au niveau du sous-sol et de l'ancien rez-de-chaussée que nous avons conservé. Et nous avions ainsi différents accès séparés pour les logements, pour les équipements publics, tous concentrés au sein du noyau. Et il n'a pas été pour nous utile de vouloir évider entièrement cet espace qui pour nous, comme l'évoquait Duncan tout à l'heure sur la démarche d'économie de moyens, on a toutes les circulations existantes. Pourquoi les changer de place alors que le bâtiment fonctionne sur ce principe de base ? Et par rapport à la question de l'épaisseur,
effectivement, c'est un bâtiment qui posait cette question de la lumière, ce qui nous a poussé aussi à faire un travail sur des jardins d'hiver. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu plus en avant, ce qui est devenu le rez-de-chaussée de notre projet était initialement un niveau enterré. Donc le premier travail que nous avons opéré a été de décaisser la terre pour permettre à ce niveau-là de s'ouvrir sur son environnement proche urbain pour faire rentrer la lumière. Et ensuite, la dalle du R+1 qui était située dans le socle, nous l'avons réduite de manière à créer tout un système de jardin d'hiver qui crée en fait un espace de transition entre l'extérieur et l'intérieur avec une hauteur de 7 mètres qui permettait à la lumière de passer et aux espaces comme les espaces de travail ou même la bibliothèque d'avoir cette lumière naturelle qui vient rentrer dans l'édifice. Et au niveau de ce qu'on appelle la galette, donc qui est le R+2, nous avons aussi recréé de nouveaux atriums qui permettaient à la lumière naturelle de se diffuser dans le bâtiment. Voilà. Et puis je te laisse Antoine parler au niveau des logements. Donc je vais juste finir sur ce que je disais sur les tâches du porte-à-faux, où justement ce qu'on a voulu montrer, c'est que l'édifice ça fonctionne par strates et qu'il fallait à chaque fois, suivant ces différentes strates, proposer des résolutions différentes d'apport de lumière au niveau structurel, et ça aurait été totalement aberrant de détruire toute la façade en porte-à-faux, puisque c'est le principe même d'une façade rideau, et on voulait conserver cette idée principale. Et dans le socle, nous avons, comme le dit Duncan, avec les jardins d'hiver, simplement détruit une dalle en béton pour recréer une mezzanine avec un plancher ajouré, donc dans des dispositifs très simples pour amener une nouvelle spatialité à l'édifice. Et dans les étages courants, là où nous proposions 20 logements par étage, donc par double niveau, puisque nous avons fonctionné que sur des duplex, ce qui faisait une moyenne de 110 logements sur l'ensemble de la tour. La plupart des logements étaient soit à 2 orientations, soit mono-orientés, du fait de l'épaisseur de la tour et du noyau. Dans ce contexte, ce qu'on a cherché à mettre en place, c'était des espaces extérieurs pour chaque logement, ce qui nous permettait de conserver la façade en acier corten portante et de proposer des espaces extérieurs à chaque logement. Dans le contexte du Covid, où on sait à quel point les espaces extérieurs ont pu être enviés un peu partout en France et dans le monde entier, on a voulu aussi montrer qu'il y avait des potentialités malgré l'épaisseur presque dantesque de cet édifice. D'accord. Donc en fait, vous mettez en place quelque part une double peau. C'est ça. Et vous désépaississez en mettant en place une double peau. Ce qui nous permettait aussi de gérer les questions d'isolation qui nécessairement ne sont plus les mêmes que celles des années 70. Ouais. Et du coup nous permettait de régler avec plus ou moins d'aisance ces problèmes-là. D'accord. Et la structure métallique qui, en France, n'a pas toujours très bonne presse, enfin quoi que ça s'améliore heureusement, pour des logements, ça a été aussi un argument de la démolition, c'est-à-dire que insérer des logements dans une structure métallique, ça nécessite beaucoup de précautions. Comment vous répondiez à ça ? Par rapport à ça, on sait que c'est pas forcément quelque chose qui se fait beaucoup en France, mais là, on se confronte plus au fait qu'on est le pays du béton par excellence. Et on sait que les logements en acier, ça se fait très bien. Il y a la Grande Mare où d'ailleurs Paul Depont a travaillé avec Marcel Lotz et Beauclerc, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et on sait que c'est entièrement faisable de travailler avec. Simplement, on ne prend pas la mesure ni le temps d'essayer de réfléchir à ces questions-là. D'autant qu'au final, le bâtiment était déjà ignifugé, donc les seules nécessités que l'on avait en plus, c'était de proposer des box qui venaient entourer la structure en acier, afin de lui apporter une isolation supplémentaire et une résistance au feu, disons, suffisante. Ouais. C'est ça, et puis en fait, contrairement justement aux structures en béton, qui sont parfois difficilement réhabilitables, on est sur une situation où la structure même de la tour 3M avec ce qu'on appelle les cadres échelles qui constituent à la fois la façade mais la structure du bâtiment qui fonctionne à stabilité périphérique permettait d'avoir des jeux d'évidement et de transformation très intéressants au sein de la tour. Et finalement, on peut voir ça effectivement comme une contrainte, la question des structures en acier.
Mais il y a aussi des possibilités et un champ de transformation très importante. Après, il faut toujours aussi resituer la question de l'acier en France, puisque dans les années 70, on a eu l'école Pailleron qui a brûlé avec, si je ne m'abuse, une vingtaine de personnes qui sont mortes. Et c'est aussi cette problématique-là qui a coupé la popularité de ce matériau qui, en réalité, permet un champ de transformation très, très intéressant dans le domaine de l'architecture. Alors, pour nos éditeurs, oui, le métal, ça permet de concevoir dans des systèmes souvent poteau-poutre. Enfin, c'est le système classique. Et du coup, avec des structures assez fines et des portées assez importantes. Et on peut même avoir des systèmes hyperstatiques. Et du coup, ça dégage suffisamment l'espace et ça laisse une liberté pour l'architecte. D'autant plus que pour ce bâtiment-là, ce qui était quand même particulier et ce qui en fait un bâtiment relativement remarquable, c'est que la structure était uniquement avec des façades porteuses extrêmement bien dessinées, ce qui faisait que l'intérieur pouvait être totalement aménagé comme on le souhaitait, hormis dans le socle où on retrouvait les poteaux de reprise nécessairement des étages courants. Dans les étages, les étages où se situaient les logements, on avait la possibilité d'évider comme on souhaitait. Donc forcément, quand on se retrouve face à autant de liberté possible, c'est un peu aberrant à nos yeux de ne pas s'en servir. Alors, une des critiques aussi, c'était le sujet de l'amiante. Souvent, à cette époque, les normes contraignaient les architectes à amianter les structures métalliques. Justement, Paul de Ponte s'était battu pour que la structure de ce bâtiment ne soit pas amiantée. Mais évidemment, il y avait quelques points d'amiante. Et malheureusement, la campagne, on va dire, de démolition psychologique a été basée sur l'amiante. Comment vous répondez dans votre projet à ça ? Après, la question de l'amiante, c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat en France, puisque c'est à partir de l'école de Jussieu que le sujet du désamiantage a commencé à être vraiment mis sur le devant de la scène médiatique en France. Néanmoins, comme le disait Antoine, l'amiante, c'est aussi la question de l'isolation. Et nous, avec notre proposition de double pot systématique, que ce soit au niveau du socle par les systèmes de jardin d'hiver ou au niveau des étages courants par les systèmes de double façade, nous avons proposé un système qui permettait de régler les questions d'isolation à ce niveau-là. Et en fait, la préservation, ce qui était fascinant aussi par rapport à cette question de l'isolation, c'est que on a pu conserver l'intégralité de la volumétrie du bâtiment. Puisqu'on avait eu des échanges avec vous au sujet des caractéristiques importantes à conserver dans ce bâtiment. Il y en avait plusieurs. Il y avait le dessin de la façade qu'il fallait préserver et valoriser. Il y avait aussi la question de l'atrium, du cœur végétal avec la structure, le squelette en acier. Et justement, cette structure, comme disait Antoine, notamment au niveau des étages courants, qui est porteuse, donc qui constitue la façade, mais aussi la structure, nous a permis d'avoir ce jeu de double épaisseur. Et finalement, le projet qu'on présentait, il y avait très peu d'éléments a priori qui avaient changé par rapport à l'état initial de la tour, si ce n'est les questions de lumière, de programme. Mais dans la volumétrie générale, on restait sur une certaine fidélité vis-à-vis de l'état initial de la tour 3M. Et par rapport à la question purement pratique de l'amiante, quand on voit que la Maison des Sciences de Lambes a été désamiantée, on peut difficilement accepter ou justifier la destruction de ce bâtiment par la présence d'amiante, notamment que de toute façon qu'il y ait destruction ou pas, le désamiantage devait être fait. Donc le désamiantage aurait tout à fait pu être réalisé pour permettre la réhabilitation de la tour. En aucun cas, le désamiantage ne pouvait justifier quoi que ce soit par rapport à sa destruction. D'ailleurs, c'est important de préciser que la Maison des Sciences de l'Homme est aussi un bâtiment de Paul de Pont, avec Marcel Lodz et oui, alors là aussi, ça a été le sujet de mon mémoire de maîtrise, donc c'est quelque chose que je connais bien. En plus, je l'ai suivi pendant longtemps. Il y a toute une histoire qui est maintenant connue. D'ailleurs, il y a un livre qui doit sortir, on espère, dans pas longtemps. En fait, Paul de Pont est arrivé en 1957 dans l'agence de Lotz. Lotz construisait en métal
avant la guerre 39-45 avec Baudouin. Et quand il a intégré Paul de Ponte, quelque part, ça a été pour lui l'occasion de renouer avec le métal. Mais à cette époque, au lendemain de la guerre, au moment de la reconstruction, le lobby du béton imposait sa technique. Et du coup, c'était très difficile pour Marcel Lotz de se battre pour des bâtiments métalliques. Mais avec Paul de Ponte, ils ont réussi finalement ensemble. Et le dessin, c'est vraiment Paul de Ponte qui a dessiné ce bâtiment. Après, les volets, c'était une idée de Beauclerc qui avait été récupérée, etc. Et le résultat est magnifique. Et bien heureusement, ce bâtiment a été sauvé. Et en effet, c'est incroyable parce que du coup, cette structure-là a été amiantée complètement. Comment ont réagi vos professeurs face à ce choix de sujet ? Les professeurs qui nous ont suivis durant notre master, depuis qu'on soit arrivé à Paris-Val-de-Seine, je pense que l'ensemble de nos professeurs ont très vite vu qu'on s'en moquait un petit peu d'être dans les clous de ce qu'on nous demandait et qu'on avait aussi notre propre intérêt dans l'architecture. Et je pense qu'on a eu la chance de tomber sur des enseignants qui ont tous cherché à nous pousser dans cette voie-là. Qu'ils soient d'accord ou non avec ce qu'on proposait, mais que le fait qu'on ait nos propres valeurs et qu'on cherche à tout prix à proposer quelque chose de cohérent, je pense que on peut s'estimer heureux d'avoir eu la chance d'avoir ces enseignants-là. Je pense que c'est important à ce titre-là de dire le nom notamment de l'enseignante qui nous a suivis, donc Marie-Hélène Badia, qui nous a suivis pendant 1 an et demi. Donc c'est une enseignante architecte qui est très exigeante, qui nous a énormément épaulés dans ce projet. Et effectivement, comme disait Antoine, notre but, c'était pas juste de faire un projet, c'était de défendre, de faire un manifeste, en fait, contre la destruction de ce patrimoine, contre la destruction de toujours plus de ressources primaires, telles que le sable ou le ciment, pour construire du neuf. Et donc, on était convaincus. Et je pense que c'est aussi un des points qui a fait que nos enseignants nous ont suivis, même si c'était parfois très compliqué, puisque ça a été un projet d'une très grande complexité technique et urbanistique. Donc, vous parliez de projet manifeste, et bien sûr, vous agissez avec recul et esprit critique. Si vous étiez amené à construire un avatar de la tour 3e, comment vous envisageriez cet avatar ? Je pense que la question d'en construire un ne se poserait pas. Simplement parce qu'il y a quand même quelques exemples à travers le monde. On peut citer une université construite par Gottfried Baum en Allemagne, qui utilise aussi le Corten de façon tout à fait admirable. Un bâtiment de Pierre Dufaux à Bruxelles, qui fonctionne aussi en croix comme la tour 3e, autour d'un parc magnifique, dans le style international aussi, de la même façon. Et évidemment le bâtiment de Saarinen. Et c'est des bâtiments qui appartiennent à une époque qui aujourd'hui révolue, où on avait énormément d'argent pour construire des projets de grande envergure, mais qui aujourd'hui ont plus de mal à exister. On voit notamment le bâtiment dont je parlais à Bruxelles, qui au final aujourd'hui est totalement abandonné et qui est aujourd'hui en cours de réhabilitation en équipement aussi multiculturel. Mais du coup, on peut se demander la viabilité de construire des bâtiments d'une telle envergure à l'heure actuelle. Et je pense que ça ne nous viendrait jamais à l'esprit, parce que la logique que l'on a et qu'on défend, c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Oui. Mais en même temps, on construit toujours des tours à la Défense. C'est ça, mais en fait, de la même manière que ça n'avait aucun sens de détruire cette tour, ça n'aurait aucun sens de la répliquer. On voit, en fait, ça existe des projets comme ça qui répliquent des bâtiments qui sont des symboles. Là, je pense à Tianducheng en Chine, qui a reproduit la ville de Paris. Mais en fait, ça n'a aucun sens puisque c'est décontextualisé. En fait, tout l'intérêt, par exemple, de la Tour Eiffel, c'est son histoire, c'est comment elle s'est constituée à la fin du 19e. Et aujourd'hui, le symbole qu'elle représente par rapport à sa situation à la fois urbaine, mais aussi historique. Et vouloir répliquer la Tour 3M, comme le disait très justement Antoine, ça n'aurait pas de sens. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'était important en tout cas d'envisager la question.
Combien de logements vous aviez réussi 110. 110. 110 logements, allant du T2 au T7. Oui. Pour rebondir là-dessus, c'est important aussi de préciser que effectivement Nexity proposait 1370 logements en béton, ce qui est beaucoup plus que ce que nous on a proposé, et c'est peut-être un point qui peut être critiquable dans notre projet, mais c'était aussi la volonté de défendre une certaine idée de la ville où on ne va pas chercher à sursaturer les espaces qui sont pas encore construits, et aussi d'accorder de l'importance aux espaces paysagers. Au niveau de la réponse en termes de logement, on était en deçà, et c'était un choix qui était assumé par rapport à la volonté de préserver cette tour et de lui donner, d'apporter une réponse à la fois urbaine et architecturale qui ne soit pas une réponse purement focalisée sur la question de rentabilité foncière en termes de logement. Et comme on l'a expliqué, on était contre l'idée du zoning. Donc dans le projet, nous avons quand même proposé un projet urbain, mais largement moins dense, sur une ville beaucoup plus aérée, et qui reprend aussi la démarche aussi de la ville verte prônée par la ville de Cergy. Et donc on pourrait tabler sur un projet visant à 600 logements par rapport à ce que proposait Nexity et ses 1300. Mais là où Nexity ne proposait que des logements et une crèche, on proposait 4 ou 5 équipements publics en plus de logements, ce qui change complètement de registre le quartier îlot que nous mettions en place. Alors ce bâtiment est perdu à jamais, mais bon, on est là pour transmettre cette mémoire, pour que ce genre de choses se reproduisent pas. Alors vous arrivez sur le marché du travail en plein Covid avec un sujet délicat. D'emblée, cela ne semble pas la trajectoire la plus simple. Comment envisagez-vous respectivement votre avenir ? Ensemble, pas ensemble, comment ça va se passer ? Dans tous les cas, on a des projets ensemble avec Antoine. Après, c'est vrai que c'est un moment qui est très particulier, qui n'est pas forcément simple pour les jeunes. Il faut savoir qu'on arrive un peu dans un moment où c'est pas forcément évident de trouver du travail. Et dans cette posture-là, pour ma part, je travaille actuellement dans un stage en recherche, justement toujours sur les bâtiments de la seconde modernité, sur des bâtiments tels que le MNATP qui sont aujourd'hui réhabilités, parfois de manière critiquable. Et après ça va dépendre aussi des opportunités professionnelles. Mais pour ma part, je m'interroge très sérieusement sur le fait de faire un CAP charpente pour avoir vraiment une expérience très concrète dans le domaine de la construction, que je puisse par la suite réinvestir aussi dans ma pratique architecturale. Et je pense qu'Antoine a aussi une posture similaire. Pour être tout à fait honnête, effectivement, c'est après le diplôme et autant d'engagement qu'on a pu avoir dans notre projet, le passage à la vie active est un peu délicat, effectivement. Et par rapport à ça, je pense qu'il est important de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et au final, l'architecture n'est pas nécessairement une fin en soi. On trouve de l'architecture dans absolument tout, et il y a toujours des moyens détournés de s'en servir. Et la plus belle des choses, c'est de garder ça à l'esprit. Et il n'y a pas uniquement le travail en agence qui existe. Il y a plein de façons de faire de l'architecture. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours été un peu touche à tout, et j'espère pouvoir dans ma vie conserver un peu cet aspect où j'aimerais pouvoir construire, j'aimerais pouvoir écrire, faire de la photo. C'est toutes ces pratiques-là qui m'animent, et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, car l'architecture, ça doit rester un vrai plaisir. Mais en même temps, il faut se nourrir. Bien sûr, mais ça, comme le dit Duncan, je pense qu'on a encore un peu une marge de manœuvre à l'heure actuelle, et on a été exigeant envers notre propre pratique. Je pense qu'on le sera tout autant dans ce qu'on espère mener à bien dans les années à venir. C'est ça, il faut effectivement se nourrir. C'est une problématique qui est essentielle et qui est vitale.
mais je pense que c'est important aussi de réfléchir vraiment à se nourrir de quelle manière. Puisque foncer dans le premier travail qui se présente à nous, c'est pas forcément la bonne solution dans la mesure où aujourd'hui il existe tout un tas de manières de faire l'architecture, comme le disait Antoine. Et c'est aussi le fait de s'être intéressé au-delà de nos études qui nous a permis de nous porter plus sur l'écriture, sur le domaine de la construction. Et c'est aussi le fait de déployer cet intérêt pour différents domaines qui, à la sortie des études, permet de se positionner et d'avoir tout un panel de choix divers qui puissent correspondre aussi à ce à quoi on veut aspirer. Ouais. Si on dit, j'expliquais tout à l'heure que pour moi, l'architecture, c'est justement ce qui représente un peu le fait de pouvoir toucher à différents domaines. C'est que les métiers auxquels l'architecture doit mener doivent l'être tout autant. Sinon, c'est qu'il y a un problème entre la diversité de ce qu'on apprend en école et ce que le métier a à offrir. Oui. Il y a des exemples de personnalités comme vous qui ont fait archi, qui se sont tournées vers la menuiserie. Je pense à Sigu, que vous connaissez, je pense sans doute. Un petit peu. Ouais. Ils ont beaucoup de rigueur dans leur démarche et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous décrivez. Ça les a pas empêchés justement de réaliser des boutiques de luxe pour Isabelle Marant, mais ils le font toujours dans la frugalité et avec un esprit résilient. Donc c'est possible. Alors justement, comment vous imaginez plus globalement le monde d'après ? Est-ce que vous vous autorisez à rêver encore toujours de construction ? J'imagine que oui, avec ce que vous venez de décrire. Je pense qu'on est quand même dans un climat actuel qui est assez morose pour les jeunes, pour les étudiants. C'est pour ça que je vous pose la question. On est dans une situation où effectivement c'est pas très reluisant. Et à ce niveau-là, je pense que c'est important de rappeler une phrase que j'aime beaucoup d'un architecte maintenant décédé malheureusement, mais qui s'appelle Yona Friedman, qui disait « La misère est la mère de l'innovation ». Et je pense qu'on est dans une période aujourd'hui qui va nous amener tout un tas de défis sur le plan écologique, social et peut-être même économique. Et c'est autant de prétextes, de contraintes qui vont, je pense, aussi permettre de se poser des questions, mais aussi de prendre en main ces questions, puisque ces questions, en réalité, elles existent depuis longtemps sur l'écologie. Mais aujourd'hui, on n'a plus tellement de choix sur le fait d'en prendre la mesure et d'agir en conséquence. Et c'est aussi tout le défi de l'époque actuelle et tout l'enthousiasme qu'on peut avoir en tant que jeune aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, pour pouvoir vouloir construire aussi, c'est quelque chose qui nous anime quand même, puisqu'on a fait des études d'architecture. Mais pour construire, il va falloir déconstruire tout un modèle sur lequel on se base depuis trop d'années et qui aujourd'hui est en train de s'essouffler. Mais ce modèle, c'est la surconsommation. Voilà. On est d'accord. Oui. C'est ça. Mais il faut du temps pour changer les pratiques. Et le temps est compté. C'est une équation compliquée. Oui. C'est ça ? Tout à fait. C'est ça. Et c'est un peu aussi la complexité de la situation dans laquelle on se trouve en se posant la question de quelle posture on adopte, puisqu'il y a globalement, en tout cas de mon point de vue, il y a deux postures qui existent, à savoir essayer de s'intégrer dans le système et de changer le système de l'intérieur, ou au contraire de proposer des alternatives complètement extérieures à ce système-là. Et pour l'instant, en tout cas, alors je ne vais pas parler au nom d'Antoine, mais me concernant, je pense que c'est déjà important d'apprendre, de comprendre comment fonctionne le monde de l'architecture pour ensuite éventuellement proposer des alternatives qui soient très fortes aussi par rapport aux enjeux actuels. Je suis totalement d'accord, on ne peut pas espérer changer les choses en refusant entièrement ce qui nous entoure. C'est uniquement en les comprenant qu'on arrive à... Voilà, il y a toute la culture architecturale, c'est quand même une base, un socle fort important. On ne peut pas tout remettre en question. C'est ça. C'est plus un mode de fonctionnement qui nous fait croire qu'on peut consommer à outrance. C'est ça qui ne va pas.
Sur les bases, on est d'accord. La culture constructive, c'est quand même une richesse extraordinaire aussi. Bien sûr. C'est ça, mais aussi pour faire un parallèle, ce qui est très important, c'est de comprendre à quel point cette discipline magnifique de la construction peut être un acte de destruction majeure. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 50 milliards de tonnes de sable qui sont consommées dans le monde, dont une grande partie qui est orientée dans le domaine de la construction en vue de la formalisation du béton armé. Et en fait, il faut bien prendre conscience aujourd'hui que construire en béton, c'est aussi ça. C'est-à-dire que construire ces 1370 logements de Nexity, certes, ça peut proposer des logements qui sont agréables, qui ont de la qualité, mais c'est au détriment aussi de certaines côtes, et notamment au Maroc, on voit des côtes qui disparaissent complètement par cette extraction massive. À partir du moment où le domaine de la construction est totalement séparé de là où se situent les ressources, on perd toute la notion du cycle de vie des matériaux et des bâtiments. Là où justement on tente de travailler avec des matériaux qu'on trouve proches de soi, on a toujours tendance à plus comprendre et respecter ce qui nous entoure. Donc forcément, il y a un peu cette opposition entre la facilité de la construction et en fait ce qu'il faudrait réussir à faire pour réellement avoir une pratique raisonnée de l'architecture. Ouais, je pense aussi que le pouvoir n'est pas dans les mains de l'architecte. Le pouvoir de construire aujourd'hui, il est du côté de la promotion, de l'investissement, des entreprises de construction. Les intérêts sont gigantesques. Bien sûr. Ouais, mais chaque acteur doit avoir son rôle à jouer. Oui, ils progressent. Je pense qu'ils progressent. Ils sont obligés de progresser. Pas assez vite. Pour l'instant, ils se saisissent. C'est une des questions qui commence à être saisie justement par les promoteurs dans le domaine de la construction. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de s'en saisir dans un but on va dire de greenwashing. Je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette question de la relation entre les territoires qui nourrissent les projets et l'usage des ressources sur les projets. Comme le disait Antoine, cette séparation entre les lieux d'extraction et les lieux de construction, c'est un des principaux problèmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment important de savoir ce qu'on fait quand on construit, de savoir les conséquences que ça peut avoir sur des paysages qui ne sont pas forcément en face de nous. Voilà. Donc, il faut absolument que l'architecte reprenne toute sa place au centre du débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr qu'on aurait bien aimé arriver dans les années 70 où l'architecte était, ou même 60, où l'architecte était vraiment sur un piédestal, mais c'est pas l'époque dans laquelle on se trouve, donc il va falloir faire avec. Ouais. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture qui arrivent derrière vous, là, ceux qui commencent ? Alors moi, je leur donnerais comme conseil, tout d'abord, de suivre leurs envies, de suivre, en fait, de prendre du plaisir dans leur pratique, puisque c'est ça qui permet aussi d'aller vraiment loin dans les projets et de pas faire les projets par souffrance ou par contrainte, mais vraiment d'essayer de prendre du plaisir. Alors je sais que c'est pas toujours simple, puisque ça dépend des enseignements, etc. Mais cette question du plaisir et de la passion est importante. Et à contrario, de ne pas non plus s'enfermer dans les pédagogies des écoles d'architecture, avec la culture de la charrette notamment, qui est très contestable, et d'essayer de s'organiser pour avoir une pratique qui reste un plaisir et qui ne soit pas baignée dans une fatigue permanente ou dans un manque d'organisation. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne pas arrêter l'architecture une fois sorti de l'école. C'est-à-dire que nous, ce qui nous enrichit aujourd'hui, même le fait de faire ce podcast, c'est parce on s'est intéressé à différentes choses qui n'étaient pas forcément dans le cadre du PFE. Et c'est aussi de ne pas hésiter en fait, à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous,
et même dans le cadre du PFE, de ne pas hésiter à rentrer en contact avec les personnes, d'échanger avec elles, parce que à la sortie de l'école, c'est aussi une richesse qui est très importante. Et ce podcast est aujourd'hui possible aussi parce qu'il y a eu un échange humain avec toi, Anne-Charlotte, qui fait que c'est un peu la preuve que voilà, faut pas juste faire le PFE comme un exercice à valider, mais aussi essayer de s'amuser et d'aller loin et de s'ouvrir à l'extérieur. Et, je reprendrai juste les derniers mots de Duncan, c'est que l'architecture, ça a surtout vocation, à mon sens, à ouvrir l'esprit et à regarder le monde qui nous entoure. Et même après 5 ans d'études, voire plus, on aura toujours à apprendre et jamais on n'aura tout découvert en architecture. Et la plus belle des choses, c'est au final de se passionner pour ça et de toujours avoir l'impression de pouvoir avoir des choses à découvrir. Et en dehors de l'école, juste simplement en se baladant, en lisant, je pense que les plus belles choses, c'est de se rendre compte que ces études-là, au-delà d'apporter un diplôme, c'est qu'elles changent un peu la perception du monde. Vous apprenez à voir, c'est ça ? Tout à fait. Bruno Zévi. Bon, un mot de la fin ? On voulait absolument vous remercier de nous avoir invités pour ce podcast. Je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Et aussi parce que je pense que sans vous, le projet qu'on a mené aurait pu être beaucoup plus compliqué parce que vous avez pu nous donner de nombreux documents techniques qui nous ont aidés à comprendre le bâtiment et vous avez été extrêmement porteuse dans l'élaboration de ce projet. Donc, je ne vous ai pas donné les documents, je vous ai dit comment y avoir accès. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que on vous remercie énormément déjà pour cette invitation du podcast, pour tout le travail et votre soutien pendant le PFE, et parce que je pense que vous nous avez vraiment permis de prendre la mesure de qui est Paul Lepont aussi, à travers votre travail. Et voilà, le mot de la fin, c'est à l'image de la relation qu'on a pu tisser jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est important pour les étudiants de pas hésiter à avoir cette dimension de l'échange avec les différentes personnes avec qui ils vont rentrer en relation pour l'élaboration du PFE, puisque c'est une vraie richesse. Et je pense qu'on fait des beaux projets avec les bonnes personnes. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et je pense que dans justement les changements de paradigme qui se dessinent et qui sont nécessaires, il ne faut pas oublier la mémoire et que l'un et l'autre peuvent se compléter merveilleusement. Voilà. Merci à vous en tout cas. Je crois que vous avez été d'une pugnacité remarquable. Vraiment, c'est pas pour vous cirer les pompes, mais vous avez été courageux. Et puis, je garderai toujours une grande frustration de ne pas voir votre projet réalisé. Ça fait partie des deuils qui m'accompagnent, mais c'est ça la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.